Bonsoir à tous. Vous connaissez la formule au nom d'Hervé Lemoine. Je vous souhaite la bienvenue au Mobilier National pour cette reprise du second cycle des rencontres des savoir-faire avec un léger décalage horaire, si je puis dire, par rapport à l'ancien programme. Donc c'est bien 18h30, la nouvelle mouture. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir la thématique des arts de la table, des arts décoratifs de la table, avec des acteurs qui ont marqué le design culinaire ou qui vont le marquer, avec des parcours qui vont mélanger à la fois ce que l'on mange, et donc le contenant et le contenu. Alors, première intervenante, Candice Chemel, quand à la lecture de la biographie, je me suis dit, un profil particulièrement intéressant. Rien que déjà ça, elle a suivi des cours de philosophie de l'esthétique autour de la dégustation haptique du vin. Rien que déjà ça donne envie. Et poursuit son apprentissage en tant que sommelière. Et surtout, elle a fait l'école des arts du Rhin en design process, avec un certain nombre de parcours, notamment en Italie, à Polenzo, avec un master en gastronomie spécialisé en créativité, éducation et écologie. Donc ce genre de... Peut-être qu'on va certainement voir tout ce à quoi amène toute cette diversité d'approches, mais surtout, en 2023, elle collabore avec Heritage Radio Network à New York et a suivi un apprentissage de vin en Géorgie. Donc on voit bien déjà que par ce parcours, beaucoup de perspectives nous seront offertes ce soir. Et donc je vous laisse la parole et puis après quelques questions et on passera aux autres intervenants un peu plus tard. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis ravie d'être ici. Merci d'être ici. Alors moi, je travaille principalement, donc je suis designer, gastronome et sommelière, et je travaille principalement sur des performances installatives entre art et gastronomie. C'est ces moments de partage qui m'intéressent, cette notion de rituel autour d'une table que j'explore et que je cherche à poursuivre dans mon travail. J'ai commencé ma réflexion vers le culinaire. Donc j'ai fait mes études à la Haute École des Arts du Rhin à Mulhouse dans la section Design Process, où donc c'est vraiment très ouvert sur le processus créatif. Et moi, j'ai incorporé le culinaire petit à petit en partant de la procrastination, en fait. Parce que quand je procrastinais, je cuisinais, parce que je trouvais ça une procrastination intelligente. Et petit à petit, je l'ai amené dans mon travail, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant pour moi d'allier les deux. Et je suis très contente d'ailleurs d'être en présence de Marc Bretillot, parce que vous étiez une de mes premières références quand je cherchais ce domaine-là. Et donc au fil de mes études, je commençais un peu cette idée de performance, d'installation, de réfléchir au comportement autour d'une table. Ici, par exemple, c'était un workshop autour de la notion du buffet et comment on pouvait interagir dans un buffet de vernissage, en l'occurrence. Et donc, on était parti d'une réflexion sur les piques-assiettes et comment les empêcher d'accéder vraiment à tout le buffet. Et donc là, par exemple, c'est des ballons qui étaient remplis de différentes noix. Il fallait les percer pour pouvoir arriver aux snacks. Donc, au fil de la soirée, c'était de plus en plus compliqué d'y accéder. Je tâtonnais un peu aussi avec vraiment la nourriture en tant que médium. Ça, c'est aussi une expérimentation sur un livre de cuisine comestible, où en fait c'est une tortilla et la recette était gravée et on venait de manière assez ludique disposer ses ingrédients et sa sauce et ensuite consommer le livre de recettes. Et c'était un peu le début de tout ça. Et en fait, je suis partie 6 mois à Bangkok en stage dans un studio de design produit et branding plutôt, donc très loin de ce que je faisais. Mais en fait, en étant là-bas, j'étais très heureuse, mais j'étais très frustrée sur le moment de la pause déjeuner, qui était inexistante et qui était très triste parce que tout le monde mangeait très rapidement un petit truc, alors qu'en plus en Thaïlande, la gastronomie est tellement intéressante que j'étais très frustrée de ça. Et c'est de là que j'ai encore plus réfléchi à ce moment de partage autour d'une table, le temps qu'on prenait, sa symbolique, son importance, les échanges qu'on pouvait avoir. J'ai continué avec un service civique dans une association qui s'appelle Épices à Mulhouse, qui
qui était fondée par Isabelle Eberlin. Là, c'était pour moi une manière d'approfondir un peu différemment le domaine de la gastronomie, plutôt vers un côté éducatif, sur de la transmission, toutes les valeurs qu'on transmet en fait avec la cuisine, puisque ça touche énormément de sujets, ça touche l'hygiène, ça touche la culture, ça touche beaucoup de choses, et on accueillait des publics très différents, de cultures très différentes. Et donc c'était toujours un joli moment de partage aussi, parce que chacun venait avec ses recettes, ses interprétations. Et j'ai voulu encore plus pousser mes recherches dans la gastronomie, et donc j'ai décidé de faire un master à l'Université des sciences gastronomiques en Italie. C'est l'université du mouvement Slow Food. Et il propose plusieurs masters, mais celui que j'ai choisi était spécialisé en créativité, éducation et écologie. Donc ça faisait le lien entre mes études précédentes, vraiment plus artistiques, et ce que je cherchais à poursuivre. Donc c'était un programme très riche, très théorique, des cours d'histoire, d'anthropologie, de philosophie, entre autres. De processus créatifs aussi, autant en cuisine que dans l'élaboration d'une recette, que dans la recherche de la construction d'une table. Et ici, par exemple, vous avez un repas qu'on a pensé entre 3 masters différents, parce qu'on était un peu triste qu'il n'y ait pas énormément de passerelles entre nos différents masters. Donc là, on s'est réunis entre plusieurs étudiants du master vin, du master art culinaire et du mien, qui était plutôt créativité, pour créer ce grand banquet. Parce qu'en fait, c'est une université qui accueille 500 étudiants, mais du monde entier, dans ce tout petit village dans le Piémont. Et en fait, ce qui fait que pendant une année, on était tous très loin de chez nous. Mais cette petite ville était chez nous le temps d'une année. Et en fait, on a voulu créer un repas qui rassemblait tout le monde autour de cette thématique. Donc, c'était un repas en 8 temps. Chaque plat était juste un ingrédient assez simple qu'on pouvait retrouver dans une multitude de cuisines qui était ensuite adaptée différemment. Et on avait voulu penser à toute la scénographie de ce repas, en fait, que ce soit de la table, que ce soit l'accord avec les vins, un accord musical aussi. On avait voulu que... En fait, on voulait faire 2 grandes tables. Malheureusement, c'était encore la période du Covid, donc on n'a pas pu physiquement le faire. C'est pour ça que vous voyez qu'on avait dessiné ce long chemin de table qui retraçait un peu graphiquement des éléments du repas, les 8 ans du repas, et aussi d'autres illustrations dont on avait été inspiré par la musique, le vin. Et en fait, chacun avait un stylo à côté de ses couverts, était aussi invité à partager ce qu'il voulait sur ce chemin de table. Et on avait vraiment essayé de... En fait, on voulait que tout le monde se sente très à l'aise et se sente bien à la fin du repas, et puis retrouver en fait des saveurs qu'il ramène à son pays d'origine, sa ville d'origine. Mais en fait, on avait aussi très envie que tout le monde... de provoquer des rencontres, de provoquer des échanges un peu différents. Donc on avait vraiment réfléchi sur le plan de table aussi. Et on avait fait en sorte, ce qui n'est pas évident dans une petite université, mine de rien, qu'à chaque table, les personnes se connaissent le moins possible pour qu'ils soient amenés à se rencontrer, à discuter et partager sur leur expérience du repas. Entre-temps, je suis revenue en Alsace, parce que je suis basée en Alsace principalement. J'ai commencé une formation de sommellerie, et puis après j'ai eu l'opportunité de partir à New York, donc j'ai fait un stage avec Heritage Radio Network. C'est une plateforme de podcasts sur toutes les questions de l'alimentation. C'est très large. Justement, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Life is a Banquet et qui raconte des histoires de table. C'est très rigolo. Et en fait, en étant là-bas, j'avais commencé un travail avec un artiste plasticien, Raphaël Bachir-Haussmann, qui fait principalement de la peinture et qui a un travail très axé sur la nature morte. Et on avait commencé cette réflexion ensemble aussi, parce que moi, vivant en Italie, en fait, dans les Pinacoteca, on voit toujours sur les cartels « olio su tavola », et donc huile sur bois.
serait traduit en français. Mais moi, j'aimais bien le rapport que ce soit huile sur table. Et donc, on a commencé un peu cette réflexion entre la table et la toile. Et en fait, lui a fait une série de peintures que vous voyez accrochées au mur ici, les scarpetta. Donc, partie de l'expression italienne de faire le petit chausson pour saucer la fin de son plat, qui est une expression que j'aime beaucoup parce qu'elle est très poétique. C'est beaucoup dans le temps suspendu parce qu'on essaye on se remémore le plat qui est passé mais qui est encore un peu là avec les restes de sauce. Et en fait, lui a fait tout un travail graphique de peinture sur cette expression. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en peignant, la partie de la sauce, j'aurais pu mettre une image un peu plus proche, la partie de la sauce est peinte avec vraiment un bout de pain, donc pour brouiller un peu les pistes entre ce qui est sauce, ce qui est peinture. Et donc lui avait sa série de peintures. Moi, sur une temporalité tout à fait différente, ça m'a inspiré des textes que j'ai écrits sur chacune des toiles, des souvenirs de table, des souvenirs d'enfance, plein d'histoires que j'avais envie de raconter. Et en fait, on avait ces deux éléments et on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et on a eu l'opportunité d'un lieu pour une exposition. Et en fait, on a réfléchi encore une fois à ce buffet d'exposition. Et on voulait qu'il soit là, on voulait qu'il y ait de la nourriture qui vienne dans cette exposition de peinture et d'écrit. Et donc, on a décidé de faire vraiment une grande table avec que des sauces. Pour un peu être comme une fin de banquet, mais qui est en même temps le début de banquet et qui allait s'activer avec la présence des visiteurs qui allaient venir prendre un bout de pain et saucer. Et on a eu une démarche très graphique dans la réalisation des sauces, c'est-à-dire qu'on est parti d'abord des couleurs, comme un peintre construit sa palette, pour ensuite déterminer des ingrédients et ensuite des recettes. Et ensuite, on est venu peindre à même les assiettes avec nos pipettes de sauce. Et en fait, c'est un projet qui, moi, me fait beaucoup réfléchir parce qu'il appelle à la pluridisciplinarité, au mélange des pratiques, au partage. Ça, c'est une autre édition qu'on a faite dans un parc. On voulait en faire une publique où les visiteurs du parc pouvaient se joindre à nous, à notre pique-nique de sauce. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une bonne représentation de ce qu'est une table pour moi. Parce que, en fait, c'est ce dont je me suis rendu compte au tout premier vernissage, où les visiteurs en sauçant ont naturellement tous commencé à se parler, à discuter, à dire « Ah, et ça, tu penses que c'est quoi ? T'as goûté ça ?» et à partager des anecdotes. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voulait en faisant cette performance. Et c'est ce qui est pour moi ce qui devrait être une table. Qu'elle soit joyeuse et multiculturelle et avec différentes inspirations. La cuisine a du coup une place très forte pour moi dans ma pratique et elle est très importante. Et donc je cuisine énormément et je suis invitée en résidence en tant que chef. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai quelques-unes à venir aussi. Et c'est quelque chose que je prends aussi vraiment comme une opportunité de créer une table différemment par les plats, d'avoir la contrainte d'être invité dans un lieu où il y a une contrainte territoriale sur les produits. Par exemple, là, en mai, je suis invitée à faire une résidence dans le Loiret, où la contrainte du lieu est que ce soit vraiment kilomètre zéro au maximum, donc c'est-à-dire pas d'épices, pas d'agrumes, trouver des alternatives. Et en fait, moi, c'est une manière d'aborder la table que je trouve très intéressante aussi, de faire intervenir le territoire principalement, en fait. Et donc, dans une autre vision de ce qu'est une table, pour moi, on parlait tout à l'heure des dégustations haptiques de vin. Donc ça, en fait, c'est une pratique à laquelle j'ai été initiée quand j'étais à Polenzo. J'avais des cours de philosophie de l'esthétique qui passaient par cette pratique de la dégustation. Et en fait, mon professeur a passé beaucoup de temps en Géorgie.
Pas moi malheureusement encore, mais bientôt. Et en fait, à développer cette pratique-là, partie du fait qu'en Géorgie, en fait, c'est très cérémonial la manière de manger et de boire. Et à chaque verre de vin servi, il y a des toasts, et donc chacun se lève et déclame des poèmes, lit des textes, chante une chanson. Enfin, c'est très très étendu dans le temps, et c'est très important. Et en fait, cette notion de partage d'histoire, comme on partage autour de l'histoire d'un plat, moi je la retrouve vraiment dans le vin. Et en fait, ces pratiques de dégustation, moi je les vois vraiment comme une manière de décomplexer la dégustation du vin, pas du tout d'analytique, et ça passe par des petits exercices. Ça peut être du dessin, c'est des dégustations à l'aveugle. Et en fait, chacun est invité à se concentrer et à essayer d'établir une relation avec le vin, d'être en phase avec ses émotions, ses souvenirs, de ressortir des histoires. Et ces dégustations, elles se passent autour d'une table, parce que pour moi, c'est important de se voir et de partager, d'être seul avec le vin, mais d'être en même temps entouré. Et en fait, l'idée, c'est qu'après chaque exercice, chaque personne est invitée à raconter l'histoire à laquelle elle a pensé, ce qu'elle a imaginé, ce qu'elle a dessiné. Et en fait, en piochant dans les histoires de chacun, on se rend compte qu'on arrive à recréer, à ressortir en fait des éléments qui sont beaucoup plus cartésiens, très analytiques de la question du vin. Un ressenti sur une histoire peut se traduire par une typicité de sol, etc. Et en fait, moi, avec des recherches que je fais en amont, je peux guider cette dégustation et cette interprétation du vin. Et c'est des dégustations qui se terminent toujours par un repas, parce que c'est important aussi de prolonger ce moment d'échange autour d'un repas, de décomplexer un peu, parce que c'est des exercices qui peuvent un peu sortir de notre zone de confort, et donc de se retrouver un peu plus à l'aise avec un bon repas tous ensemble, d'échanger, et aussi d'appréhender le vin d'une manière encore différente, parce que cette fois-ci en accord avec des plats, donc de manière un peu plus gastronomique, et de voir l'histoire qu'il peut raconter quand il est associé à d'autres mets. Donc c'est pas mal de projets un petit peu différents, mais qui pour moi se recoupent un peu tous et qui sont en recherche, en approfondissement. J'ai pas mal de résidences qui se profilent et qui vont être l'occasion de réfléchir plus, et entre plusieurs artistes avec des compétences différentes autour de ce qu'est un moment de partage d'une table. Donc moi, ça passe moins par les objets que par les émotions, je dirais. Merci beaucoup, Candice, de nous avoir fait déguster des horizons. C'est pas une question, c'est plutôt une réflexion par rapport au terme tavola. Ça me rappelle un travail dans une vie passée que j'ai fait sur le décor de théâtre. Et en fait, au XVIe, XVIIe siècle, quand on prépare une toile sur une toile blanche, on appelle ça une table d'attente. Et je trouve ça très beau de se dire que la tavola, italien qui est en effet le bois, ça renvoie à cette idée que c'est un horizon du possible, c'est un horizon du récit, et mettre autour des personnes autour d'une table, c'est pas simplement un objet, c'est cette possibilité de raconter des récits qui vont durer qu'un instant. Donc voilà, c'est un peu de grain à moudre par rapport à votre scarpetta. On a tous fait, quand on va en Italie, on fait la scarpetta. En France, c'est mal éduqué. En Italie, non, c'est faire honneur à la cuisinière que de saucer le plat. C'est même tout à fait naturel, et ça renvoie aussi à des pratiques culinaires plutôt moyen-orientales autour du bassin méditerranéen, où on partage le plat
avec le pain. On n'a pas nécessairement le couvert, mais voilà, donc c'est aussi quelque chose d'assez ancestral, les mésés en Grèce, en Turquie et ailleurs, où on partage avec du pain, différents types de pain. Voilà, donc ça renvoie à des pratiques assez importantes et assez anciennes. Alors, je suis trop bavard, y a-t-il des questions ? J'en ai une, évidemment. Là, on a vu l'accumulation d'expériences. Quel est le souhait de vos projets à venir? Est-ce que c'est éventuellement toujours d'être dans la performance, dans l'instantané, ou de développer un projet plus culinaire, de chef ou installé ou pas? Quelles sont vos envies avec toute cette mine d'or que vous avez accumulée? Pour l'instant, moi, je vois plutôt des projets nomades parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien m'ancrer dans un territoire, j'aime bien avoir un contexte de création, avoir une raison quelque part, des personnes en particulier qui ont une attente de création. Là, par exemple, sur la Scarpetta, on est invité à en refaire une à Toulon cet été. Et donc, on est invité par le Port des Créateurs pour en faire 2. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, la performance va être un petit peu différente de ce qu'on a pu faire déjà à New York, évidemment. Et c'est aussi de s'ancrer avec les acteurs locaux. Donc, par exemple, on va travailler avec un boulanger en particulier pour le pain. On va rencontrer des producteurs pour avoir les produits pour faire nos sauces. Et en fait, on va être inspiré différemment. Pour l'instant, rien qu'au sein de cette même performance, on arrive à être inspiré différemment de la ville, des gens qui nous invitent, etc. Et comme vous le disiez, cette notion du pain, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pousser, parce que sur les différentes scarpettas qu'on a faites, on a proposé des pains différents. Et par exemple, sur la dernière, celle dans le parc, on a voulu faire... en fait, à New York, ils adorent le BYOB. Donc c'est Bring Your Own Bottle, quand on va dans des bars. Et c'est avoir la possibilité d'amener sa bouteille de vin sans avoir un droit de bouchon. Et donc nous, on a switché cette formule en faisant un Bring Your Own Bread. Et on invitait chacun à venir, parce qu'évidemment il y avait des visiteurs, mais on avait des invités aussi, à venir avec un pain qui leur plaisait, différent, qui leur racontait, qui était de leur culture. Voilà. Et donc il y a vraiment cette notion de partage multiculturel qui s'exprime. Et voilà, et pareil dans les résidences de chefs, j'ai envie de bouger encore. J'ai pas encore un projet périn pour l'instant. Est-il une question dans la salle? Pas de question de l'autre côté? Moi j'en ai une. Puisque vous êtes aussi philosophe, du coup vous écrivez sur toutes ces expériences. Il y a des textes qui accompagnent tous les projets, oui. Et on les trouve où? J'écris beaucoup pour moi. J'ai écrit sur ces toiles, mais j'ai aussi, depuis janvier, pour me forcer à cet exercice d'écriture, j'ai lancé une newsletter sur la plateforme Substack, et donc qui s'appelle Candice Chemel, et où j'essaye de poster toutes les semaines. Voilà, le contenu est absolument pas fixe parce qu'il est au gré de mes pensées. Ça peut être des recettes, ça peut être des histoires, ça peut être voilà. Et justement, en termes de recettes, de gustatifs, quelles sont vos préférences? Vous avez, au-delà de la question du territoire, est-ce qu'il y a c'est plus salé, c'est plus sucré, c'est plus... vous parliez de sauce, qui est une grande tradition de la cuisine française. Être saucier, c'était quelque chose d'extrêmement important qui accompagne les viandes et autres. Est-ce que vous avez là aussi un axe de recherche sur certaines cuisines ou c'est à l'inspiration? Alors, déjà, ce sera salé, toujours, pour moi. Toujours du salé. Je ne suis pas très sucrée et j'aime pas le faire non plus parce que, justement, c'est par inspiration et j'ai beaucoup de mal à suivre une recette, en fait. S'il faut mesurer quoi que ce soit, j'ai déjà plus envie de le faire. Donc,
J'ai pas une cuisine en particulier. Après, en ayant vécu un peu en Asie, en Italie, etc., évidemment, c'est des influences qui se retrouvent et c'est des cuisines que j'aime beaucoup et que j'incorpore un peu à ma manière dans ma cuisine. Comme certains le savent, j'ai vécu une partie de ma vie en Italie et souvent on me faisait la réflexion, mais quelle cuisine je préférais? Et j'ai toujours dit, ce sont deux cuisines totalement incomparables, puisque l'une est une cuisine de transformation, la cuisine française, une cuisine de mixture, un mélange de sauces, alors que la cuisine italienne est une cuisine du produit. Donc, en fait, on ne peut pas les comparer, elles sont totalement différentes. D'où, vous, par rapport à cette dichotomie, j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur la question du produit, et peut-être un petit peu, même si la sauce... elle est quand même aussi une transformation, mais elle est issue d'un jus, d'un produit. Oui, tout à fait. Moi, je suis plus italienne, du coup, dans ce mouvement-là. Je suis vraiment plus sur le produit. Et sur les sauces, en l'occurrence, là, celles qu'on faisait, tout était... en fait, tout simplement parce que c'était en juin. Donc, tout était vegan pour que ça corresponde au régime particulier de chacun, aussi pour une question de conservation. Donc en fait, c'était principalement des extractions de produits qu'on travaillait avec des huiles d'olive, avec des épices, etc. Mais c'était aussi très axé produit, en fait, finalement. Une question ou deux dans la salle? Vous êtes sages comme des images. Hein. Oh là là. C'est la pluie. Bon, on va passer à l'autre intervenant. On va faire un petit changement de plateau technique. Et puis Pierre Saner, qui vient de nous rejoindre, va prendre ma place. Et voilà, on continue. On fait juste une petite pause technique. Merci beaucoup. Allez, c'est bon. Petite pause. Dernier réglage. L'occasion de passer un remerciement à Marc qui, au pied levé, a accepté de présenter la première communication de Candice. Et pour ma part, je suis désolé d'avoir été un tout petit peu retenu et en retard, mais en revanche, très heureux d'être là ce soir pour une présentation et une soirée, enfin une deuxième partie de conférence fraternelle, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Marc et Mathilde Bretillot, donc frères et sœurs. Mathilde Bretillot, j'ai découvert un peu ça aussi, on dit design d'auteur, comme on dit photographe d'auteur, on dit cinéma d'auteur. Donc là, c'est du design d'auteur que nous allons pouvoir aussi découvrir, mais également architecte d'intérieur avec à votre actif de nombreuses collaborations, de nombreuses créations. Je ne les citerai pas tous, mais je rappellerai Christophe, Dom, Baccarat, le Mobilier National, ici, les éditions des Arènes, avec peut-être Laurent Beccariac, fondateur, et une maison d'édition dont chacun se rappelle qu'il a été le premier à faire les MOOC avec l'édition 21, le Backfilm, voilà, un certain nombre de créations. Et on aura l'occasion de le voir à la fin de votre prise de parole, un extrait de votre intervention au sein de IDE, qui est International Design Expedition, qui, comme son nom l'indique, est une plateforme belge, on ne me trompe pas, et qui permet de faire émerger, notamment, enfin de croiser notamment des jeunes designers émergents, des artisans, et de créer ces relations fructueuses et vertueuses pour une façon de se confronter aux enjeux contemporains, environnementaux et sociétaux, des enjeux qui aujourd'hui sont évidemment majeurs, et de mettre l'humain, si j'ai bien lu le manifeste de la plateforme, de mettre l'humain au cœur de tout le processus et de la ressource qui sera proposée. Donc nous aurons le plaisir de voir des extraits d'un petit film autour de céramique et de la food route, les chemins de l'alimentation, ou la food route, une performance qui s'appelle D'une main l'autre, et qui associe donc chacun d'entre vous, enfin tous les deux, et d'autres personnes dans cette présentation.
Marc Brétillot, alors je l'ai dit en aparté comme ça, en clin d'œil, mais moi j'ai eu le plaisir et la stupéfaction d'assister il y a quelque temps à un banquet scientifique qui était présenté au 104. Stupéfaction parce que je trouvais que c'était totalement innovant, totalement unique, absolument même renversant, avec le plaisir de déguster, je crois, des chips d'épluchures de betterave, notamment, entre autres, des choses comme ça, qui étaient du plus grand plaisir, et en lien avec un institut de recherche qui est basé à Tours, avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Mais vous êtes donc l'un des premiers précurseurs, on peut le dire, de design culinaire que vous avez implanté à l'École supérieure des arts du design à Reims. Vous avez travaillé, et c'est aussi là une école chère à mon cœur et pratique, c'est l'école Ferrandi à Paris, l'école de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris et d'Île-de-France. Et puis plein d'autres projets. J'ai lu aussi qu'il y a un projet, non pas de reprendre, paix à son âme, l'espérance de Marc Menot à Vézelay, mais d'une cuisine à vue. En Bourgogne, à Vézelay, là aussi bien connu. Et vous êtes également membre donc de ID, International Design Exhibition, comme je le disais précédemment. Donc voilà, j'ai fait une présentation aussi brève que possible, mais qui, je pense, montre bien vos parcours. Et on vous remercie très chaleureusement de vouloir bien partager vos créations, vos émotions et avec nous ce soir. Merci à vous. Le micro est à vous. Merci beaucoup. Allô ? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, on va vous parler de ce projet qui est une vaste entreprise qui consiste à embarquer des designers sur des territoires très précis pour être en direct avec des artisans et surtout la culture locale. On a choisi ce terme Ceramic and Food Route parce qu'en fait, on peut remarquer que n'importe quel village de la planète, il y a quelqu'un qui fait de la terre cuite et quelqu'un qui fait du pain. Et qu'il se trouve que les gestuels de ces deux fabrications sont assez similaires et que les deux vont au four. Donc en fait, on est parti cuisiner des objets avec des artisans, des chefs, mais vraiment implantés sur des territoires. Donc ça, c'était l'idée de départ. Ça, c'est un peu les gens qui constituent le panel de tous ceux qui travaillent avec ou pour Hyde, avec pas mal d'entre eux qui sont là ce soir. Je vais commencer par vous raconter la première expédition qui était dans les Pouilles, donc la petite botte de l'Italie où ils font de la céramique à Grotta, liée depuis 800 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, je pense qu'on va passer un peu les diapos de manière pas descriptive, hein, parce que on va plutôt vous parler du projet, puis je vais les passer un peu en boucle comme ça. Là, vous avez les 3 designers qui sont venus, donc il faut savoir que ces designers en question sont de 3 origines différentes, ne se connaissent pas, et vont dans un pays qui n'est pas le leur a priori. Donc, là, vous voyez tous les gestes, effectivement, la similitude entre la pâte et la clay, comme on dit, l'argile, et donc le côté manipulation qui est très similaire. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à voir comment on peut développer des objets qui ont un nouveau langage, qui vient d'un territoire, de même qu'un vin vient d'un territoire. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être... ça ne pourrait pas être dessiné autrement ailleurs. Ça vient aussi, c'est une évolution aussi de l'enseignement. On a tous les deux été, et puis ceux qui font partie de Hyde ont enseigné pendant de très longues années. Et j'avoue qu'on est un peu perplexe devant le moteur de recherche et d'expérimentation qui passe particulièrement par Instagram et des images. Donc les designers ont beaucoup de mal maintenant à se connecter avec des contextes très réels. Et alors que les designers sont des gens qui sont extrêmement perméables à ce qu'ils ressentent, sont un peu des émetteurs-récepteurs, c'est quand même dommage qu'ils n'aillent pas se mettre dans des endroits où tout d'un coup les choses vont vraiment opérer d'une manière aussi très intuitive. Alors ces céramiques avec les artisans, on les fait un peu comme du jazz. Parce qu'en fait, ça commence par une sorte d'immersion sur le terrain. On va voir des musées, on rencontre des tas de gens. Évidemment, on déguste beaucoup de choses. On va voir des producteurs, des potagers, des lieux. Et après, on est jeté, en quelque sorte, dans ces ateliers avec les céramistes, où les objets vont être faits, exactement comme dans une cuisine, ils vont être faits, fabriqués, cuits. Il n'y a pas du tout une pratique plus traditionnelle du design qui consiste à dessiner un plan au micron près, au millimètre près, en espérant que la personne qui va le réaliser va le faire exactement comme on voulait.
il n'y a pas cette interface, cet intermédiaire du plan et des indications. Donc c'est vraiment la connexion entre le designer et le céramiste qui opère en direct. C'est pour ça qu'on appelle ça un peu du jazz. Alors évidemment, vous imaginez que la plupart du temps, ils ne parlent pas les langues où on va, donc il y a beaucoup de langage du corps, de petites maquettes, de signes. On se pince la lèvre pour dire qu'il faut que ce soit plus fin. Et on accompagne en fait le geste de l'artisan au fur et à mesure qu'il est en train de le faire. Vous allez le voir dans plusieurs diapos. Je vais passer la parole à Marc pendant ce temps-là un petit peu. On se la passe comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise, ma sœur ? Non, mais je sais pas. Ah, pourquoi pourquoi la nourriture, c'est un bon terrain d'entrée pour comprendre un territoire, parce que déjà c'est la seule activité qui touche les 5 sens de façon simultanée. Que n'importe quel ingrédient, le moindre grain de sel, la moindre cuillère de farine, c'est l'histoire de l'humanité. Et à travers chaque sensibilité des produits de la terre, on est capable de comprendre des fonctionnements sociétaux. Et je pourrais donner des exemples nombreux. Par exemple, le terme de fromage qui vient de formage. Pourquoi on a donné ces formes particulières à un produit qui n'en a pas? C'est issu des savoir-faire locaux, des produits à disposition, des fonctionnements sociaux. Dans la montagne, on va faire des gros fromages parce que c'est un terrain qui est compliqué, et du coup on se met en société, on crée des fruitières. Et inversement, dans des climats qui vont être plus cléments, on va avoir des formes qui vont être plus petites. Donc en fait, j'ai l'impression d'être un peu long, mais juste pour dire que d'arriver sur un territoire, de goûter les choses, de rencontrer les métiers de bouche, c'est une porte d'entrée extraordinaire pour le comprendre. Alors, je ne vous ai pas dit, puisque là on est en train de passer d'un pays à l'autre. On est toujours dans les Pouilles, donc dans le sud de l'Italie. Vous allez voir que les objets, donc, ils sont censés être témoins de cette expérience et témoins de la culture très locale où ça s'est passé. Je répète, un peu comme un vin. Donc là, on est dans les Pouilles, par exemple. Je tombe sur cette photo, donc j'en parle. À gauche, c'est une cloche qui a été faite pour une masseria, qui sont ces hôtels anciennement des fermes agricoles qui font encore leur propre production et qui ont ouvert leur bâtiment sous forme d'hôtel qu'on pourrait dire très luxueux, parce que c'est le luxe qu'on aime, c'est-à-dire que c'est très vrai, mais c'est pas luxueux dans le sens ostentatoire. Et donc leur logo, c'était une main et 5 étoiles, donc cette cloche a été faite exprès pour le petit déjeuner de cette masseria. À droite, vous avez sel et poivre, donc ça c'est des objets qui ont plutôt été inspirés par les tribus Yupich qui étaient pré-grecs, parce que là, il y avait d'abord les Grecs avant les Italiens dans les Pouilles. Donc à gauche, à gauche, c'est un plateau à fromage avec des presses agrumes, parce que la personne qu'on avait rencontrée qui faisait des fromages, des pâtes molles, pressait toujours un agrume dessus. À droite, c'est une petite passoire à fruits frais, framboises ou tomates, petites tomates cerises. Là, nous sommes en Pologne. Donc là, vous voyez un peu où est-ce qu'on est allé, plutôt autour de Varsovie d'ailleurs. On a travaillé avec 4 céramistes différents et avec Immer qui venait d'Irlande, Goliath de France, Schwo de Chine et Robert Tchanowski qui lui était polonais, parce que là on a fait une exception, on était dans les pays de l'Est qui sont quand même très renommés pour leurs graphistes, et on avait envie de voir comment on pouvait prendre un designer qui était en Pologne et qui avait travaillé sur une question graphique qu'on va vous montrer après. Donc là voilà la campagne polonaise. Alors en Pologne c'était particulièrement intéressant parce qu'ils ont pratiquement pas eu d'agriculture intensive, donc finalement ils sont très en avance sur tout ce qui est production plus écologique, avec tous les systèmes de conservation, de fermentation. Je te passe la parole là-dessus. Oui, c'est assez amusant, comme quoi la modernité, il suffit d'attendre parfois. Elle revient. Des choses qui nous paraissaient complètement dépassées reviennent d'actualité. Et c'est sûr que c'est un pays qui a une tradition vivrière importante. Il y a pratiquement toutes les familles ont des jardins. Et
Et heureusement, il y a encore quelques régions dans le monde où l'agro-industrie n'a pas fait trop de ravages et où il y a moins de normalisation des produits. Et il y a notamment des productions de pommes importantes, de champignons, de légumes, beaucoup de fermentation, parce que c'est aussi un climat qui est un petit peu rude. Donc on verra peut-être d'autres pays où le climat est plus favorable et qui permet d'avoir une plus grande diversité alimentaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est toutes les techniques de conservation, parce que l'histoire de l'alimentation est liée à l'histoire de la conservation avant l'arrivée du froid industriel. Je m'arrête sur cette image pour revenir au graphisme. Donc, Marc a imaginé, avec Laurent Destré d'ailleurs, qui était venu, une sorte d'alphabet gourmet qui consistait à prendre par lettres des ingrédients qui venaient des différents pays où on était venu et qui était peut-être un démarrage un peu fantasmagorique, ou abstrait même, à un livre de recettes que probablement on va déployer maintenant lors d'événements qu'on va mettre en place à la Cité du Design à Saint-Étienne, puisqu'on va faire une grande exposition pendant 6 mois avec des événements de la céramique and food route. Bon, là, vous voyez comment la proximité entre l'atelier, le dessin, le croquis. Alors cette photo, je l'aime bien parce que là, il est en train de regarder le designer qui est en face. Et genre, je continue un peu plus, un peu moins, donc c'est vraiment instantané, quoi. Alors, la Pologne, c'était aussi la betterave, la pomme de terre, le chou, le caviar, donc des choses qui sont hyper simples et hyper complexes. Et on a vu des gens qui reprenaient des recettes du XVIIIe siècle qu'ils essayaient de mettre à jour aussi, au goût du jour plutôt, avec leur potager attenant, où il y avait des tas de choses oubliées qu'on essayait de faire repousser. Ça, c'est l'exposition finale qu'on a fait au Raffles, qui est l'Europski Hotel, le grand hôtel de Varsovie, qui nous ont prêté leur pavillon dans leur jardin. Et donc là, on appelle ces expositions, je reviendrai sur celle de l'Italie après, just out of the oven, parce qu'effectivement, en fait, nous, on découvre les pièces qui sont finalement cuites au bout de... Parce qu'on reste sur place à peu près 6 semaines, hein, quand même. Et donc, une fois qu'elles ont séché, cuit une fois, refaites, émaillées, etc., elles sortent du four et on les montre directement. Donc, c'est les premières expositions qui sont assez émouvantes, en fait, parce que tout d'un coup, on a juste le temps de prendre le recul, puisqu'on n'a jamais eu le temps d'y penser avant. On l'a fait. Et donc, on peut prendre un tout petit peu de recul à ce moment-là. Donc, Marc développe des food tails. Qu'est-ce qu'un food tail ? Alors, l'idée du food tail, c'est d'associer du liquide et du solide dans un même contenant. Et donc là, c'est une mousse de pommes de terre à la vodka, sur lequel on vient déposer quelques grains de caviar. Et la particularité, c'est qu'il y a un contenant qui a été dessiné dans lequel il y a comme un pied qui forme un shot, dans lequel on met de la vodka. Et donc quand on déguste cette purée semi-liquide, en fait, vous avez la vodka qui arrive et qui vous donne un coup de fouet. Donc il y a un espèce de scénario de dégustation qui est donné par le contenant. Voilà les objets de la Pologne. Donc il y en a qui ont travaillé sur des histoires d'architecture, quelquefois brutalistes, quelquefois... la Pologne, c'est un pays très difficile, en fait. C'était très difficile de travailler en Pologne parce que les savoir-faire, ils n'ont pas été vraiment transmis, évidemment, à cause de leur histoire. Et par contre, il y avait une espèce d'énergie des jeunes générations qui ont envie d'être céramistes, qui y vont à fond, ce qui fait que... on ne sait pas très bien comment, tout est possible, on ne sait pas si ça va être très bien fait, mais tout est possible, contrairement à l'Italie, qui a des grands savoir-faire. Et donc là, ils sont beaucoup plus cautious, ils savent ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Les Polonais, ils essayent. Ça, c'est chaud. Et donc, à droite, vous avez des manchons à dégustation de caviar qu'on porte comme ça, parce qu'en fait, le caviar, quand on le goûte, on met 3 petits grains dans le creux de la main et on le lèche. Donc lui, il a transformé ça, il l'a interprété pour faire des petits manchons de dégustation. Ça, c'est un vase chou fait avec des assiettes, parce que le chou est un truc important. À droite, il y a une assiette qui a été faite plutôt sur une expérimentation de technique avec des engobes qu'on bouge comme ça, un peu comme une pâte à crêpes, hein, pour déposer des strates de couleurs différentes. À gauche, c'était la Vénus, puisqu'on a travaillé sur la pomme aussi, parce que la pomme, la Pologne est le premier exportateur de pommes du monde.
Et ils sont aussi très catholiques, et la pomme est le fruit défendu. Donc chaque designer, à sa manière, fait une interprétation de la pomme. Donc à gauche, c'est la Vénus. À droite, Himmer a travaillé plus sur des sortes de boîtes, mais qui soient plus liées à l'architecture qu'elle avait vue à Varsovie. À gauche, les champignons, les voilà. À droite, encore Himmer avec l'architecture. Chaque designer, évidemment, va une façon de comprendre une histoire de la Pologne et de la transcrire dans ses objets. Ça, c'est la pomme, encore à gauche. Ça, c'est tout ce qu'on appelle une assiette, pas labourée, c'est ça? Quand on laboure, on creuse des sillons. Donc le dessin est fait comme une sorte de labourage. À gauche, encore une pomme et une carafe avec un œuf d'oie, parce que l'oie était un sujet important aussi, boîte de fermentation. La pomme et lait de Pierangelo et l'arche, donc des objets plutôt extrêmement symboliques. On arrive au Cambodge. Alors parle de ce que tu as de la nourriture au Cambodge. Alors, juste pour dire sur la carte, on est arrivé à Phnom Penh, accueilli par l'Institut français, où on a fait une conférence, on a rencontré des tas de gens. Après, on est parti tout doucement vers le nord, vers Siem Reap, là où il y a évidemment Angkor Wat, en s'arrêtant sur la route, en particulier à Kampong Chang, qui est le village où l'histoire veut que tous les potiers étaient là, avant qu'ils bougent vers Siem Reap, où évidemment il y avait un développement économique plus intéressant. Ce qui était vraiment frappant au Cambodge, c'est la corrélation du paysage, de l'architecture avec les propositions culinaires. On est sur des bâtiments qui sont sur pilotis. Le vent vient traverser ces bâtiments, ils sont extrêmement légers. Et en parallèle, on a une nourriture qui est aussi très légère, très digeste. Il y a très peu de sauce, très peu de matière grasse, pratiquement pas de sucre, et extrêmement colorée. Là, on a une image du marché avec une variété végétale très importante, très peu de conservation au froid, donc des produits qui sont consommés rapidement, et avec une espèce d'économie de moyens tout à fait réjouissante, et une légèreté en fait de cette cuisine. Voilà. Une profusion incroyable. J'ai oublié de vous dire aussi qu'à chaque fois qu'on fait une expédition, on fait un workshop dans une école, parce qu'on a un lien évidemment avec les écoles. Donc on était avec le Polytechnico di Bari dans les Pouilles d'ailleurs, qui ont été notre grand supporter de cette expédition. Ensuite, on était avec la School of Form à Varsovie. Et là, au Cambodge, c'était plus avec une école de design, mais avec des écoles de hospitality. Donc c'est plutôt Marc qui a fait des workshops avec Salabaye, Dubrul. Ouais, ça c'est l'école du Bayon. On a travaillé sur un dessert français parce que le groupe Accor est bien implanté là-bas. Et il y a une grosse demande de tourisme, donc ils doivent former des jeunes pour répondre à cette demande. Et ça, c'est une école pour des jeunes filles qui viennent de milieux défavorisés et qui apprennent la pâtisserie pour pouvoir travailler dans ces écoles. Donc on avait créé une recette en utilisant les codes de la pâtisserie française à base de pâte feuilletée, etc. Mais en l'adaptant aux produits locaux. Parce qu'en fait, ils ont un petit coffee shop aussi, et donc j'ai remarqué que l'ustensile le plus simple qu'ils avaient, c'était un ramequin, qui est un truc dans lequel on peut faire des œufs cocottes, des soufflets, tout ce qu'on veut. Et donc on avait développé cette recette aussi à partir de cette forme du ramequin. Bon, là, évidemment, il n'y a pas toutes les photos de tout, mais donc vous avez dans les ateliers à Siem Reap, donc à gauche, c'est à gauche, c'est ça, oui. Il y a un gigantesque coquetier impérial, on va dire, pour l'Empire Khmer, que moi je trouve assez génial parce que l'œuf, c'est quand même c'est un ingrédient tellement simple et tellement extraordinaire en même temps que c'était amusant d'assister sur cette histoire de coquetier. Donc là, on avait un travail très différent et surtout des finitions, très peu de finitions. Il y avait un vert, noir, marron ou terre cuite. Sur la gauche, ce qui était assez amusant, cet objet-là, c'est quand il est sorti du four, on a tous trouvé ça très moche. En disant, mais c'est craquelé, c'est vraiment moche. Et alors, on a fait cet exercice pas si simple pour des designers qui viennent d'Europe, en tout cas, plus, de se dire, ben, on est au Cambodge, donc il faut absolument qu'on arrive à regarder cet objet autrement. Et si, au contraire, il était magnifique. Et on a fini par y arriver.
et à aimer cette espèce de nouvelle esthétique aussi, qui apparaissait malgré nous dans ces fours. Donc ça, c'est le travail de Camilo, qui a beaucoup travaillé sur des objets un peu anthropomorphiques, parce qu'il a beaucoup parlé de cette idée qu'au Cambodge, effectivement, on fait des petits temples et on met des objets et avec de la nourriture dedans, et c'est d'abord les esprits qui se servent, puis après c'est les animaux, et l'homme se sert en dernier avec ce qui reste. Des petites boîtes. Travail d'Anne, qui a beaucoup travaillé sur tous les nœuds et tous les pagnes, et ce qu'elle avait vu plutôt au musée d'Angkor, au magnifique musée de Phnom Penh. Ça, c'est Alicia qui a travaillé avec des récipients avec l'eau, des endroits où on pouvait garder les plantes. Bon, la feuille, la nature, la feuille de lotus. Alors là, nous sommes à Cognac. Donc là, on avait, grâce à Nathalie Viau, pu faire un workshop en plein Covid. Et donc, on a invité des étudiants et des alumni des écoles françaises, où il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup d'Asiatiques, parce que les autres étaient repartis chez eux, mais les Asiatiques, évidemment, étaient restés là. Donc c'était assez génial. On n'avait qu'une semaine de workshop. On avait choisi une terre noire chamottée. Et le sujet, c'était l'iode et le pollen. Donc Marc, là, il fait une explication des 5 sens, comment est-ce que ça marche, comment on est lié à tout ça. Et on avait la cire, donc évidemment pour le pollen. Il y avait un maître verrier, donc on a aussi fait du verre, qui n'est pas si loin de la céramique, parce que c'est de la silice aussi. Et on a développé tous ces objets. Là, à gauche, vous avez une sorte d'antre, assiette pour huîtres. Marc, je te passe la parole. J'ose pas. Non, mais je sais. En fait, il y a eu des séries d'objets qui ont été produits, et puis on l'a scénarisé un petit peu en mettant des recettes dedans, en utilisant ces 2 thématiques qui étaient l'iode et tous les produits de la ruche, qui sont nombreux. Hein. Il y a la cire, la propolis et le miel essentiellement. Et voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est la même histoire que tout à l'heure dans l'alphabet polonais. C'est comme l'Oulipo, on se donne une contrainte, et cette contrainte est un support à être créatif. Ça, c'est un autre workshop qui a été fait avec l'école Camando dans le cadre de leurs ateliers campus, que j'ai fait donc là, j'étais toute seule à Salerne avec les étudiants, et le champion du Tour, pas du Tour de France, mais du Tour de Potier. Et donc là aussi, c'était une semaine. Donc pareil, j'ai choisi, on prend une contrainte qui est la terre cuite, parce qu'on n'a même pas le temps d'émailler en une semaine, et de travailler sur, c'était l'idée de l'huître, mais plutôt toutes les textures qui pouvaient inspirer ces objets. Alors, ça maintenant, je vais vous passer plutôt un film. Pour l'ouverture de France Design Week, Marc, qui est là, et Marcella Paz, qui est chilienne et qui vit à Saumur-en-Auxois, et Marc, qui a son restaurant Cuisine à Vue, ont fait une performance dont, évidemment, Marc va vous parler, mais je vais peut-être vous passer un tout petit extrait de film, ou tu préfères parler avant ? Mais le film. Envoie la sauce. Donc c'est un projet de collaboration. Le design, c'est une pratique qui est à la croisée des chemins, où on fait intervenir sur une même table des gens qui dessinent, des gens qui ont la maîtrise de la matière. Alors en l'occurrence, moi j'avais le titre de cuisinier. Surtout pas de chef, parce que les chefs, j'ai horreur de ça. Toute ma vie, j'ai fui les chefs. Donc le terme de chef, ne m'appelez pas chef, s'il vous plaît. Je suis un modeste cuisinier. Et donc, en collaboration avec Marcella, on a décidé de travailler sur le pâté en croûte. Pâté en croûte, qui est un sujet qui revient vachement à la mode, qui était un truc ancien, et qui a l'avantage d'associer en fait plusieurs savoir-faire, la pâtisserie, la charcuterie, la boucherie. Et donc c'est un produit qui est complexe, qui demande beaucoup de préparation, et dont la forme est donnée par le moule.
Et donc de savoir comment on pouvait faire un nouveau moule à pâté en croûte en céramique, ça a été l'objet de notre collaboration. Et on voulait un truc qui était... Bah, vas-y, ça tourne pas ? Expliquer juste que ça va jusqu'à un repas, puis après je le passe. Bah, vas-y, je te laisse sur le repas. Allez, hop. Donc, ça, c'est un film qui est beaucoup plus long. J'ai juste découpé quelques extraits. C'est un slow film, comme aimerait Marc Bayard. Mais... Donc... J'ai une formation de métier d'art et ce qui m'intéresse, c'est les passerelles entre l'art, le design et la cuisine. Je suis chilienne. Je suis arrivée ici en France en 2020. J'ai eu mon premier contact avec la matière quand j'étais à l'université et je travaillais avec la terre de la montagne où j'habitais. C'est la première fois que je fais une expérience collaborative avec un designer culinaire. Il y a des parallèles entre le monde de la cuisine et de la céramique. Il y a des actions qui sont très proches, le fait de masser, le fait de faire cuire, de travailler avec des moules. C'est vraiment comme si le corps ne faisait qu'un et que c'était deux mains en fait, qui pensaient les choses de façon finalement pas si éloignée, mais quand même des personnalités différentes. Les gestes sont très proches, on est sur des mêmes densités de matériaux. La forme de l'un va influer sur la forme de l'autre, on va avoir les mêmes découpes. On est à peu près sur les mêmes épaisseurs. Donc on est vraiment dans des relations très proches de savoir-faire. Et c'est vrai qu'on pourrait changer facilement nos tabliers. Elle pourrait prendre une veste de cuisine et moi un tablier de céramiste sans problème. On n'a pas vu au début, mais ils ont creusé ce trou dans la terre exprès pour faire cette expérimentation. Un four. C'est un produit alimentaire qui est associé à la fois à la pâtisserie, à la fois à la charcuterie. Il y a plusieurs métiers en fait dans le pâté en croûte, avec plein d'étapes différentes. C'est assez long comme processus. Pour faire un bon pâté en croûte, ça prend 3-4 jours. Il y a de la marinade, le hachage des viandes avec différentes granulométries, le travail de la pâte, laisser reposer tout ça, laminer. La répartition de la pâte par rapport à la quantité de viande, l'ajout de la gelée après la cuisson, etc. La découpe, l'usage qu'on peut en avoir, etc. L'ergonomie du manger d'une certaine forme fait que c'est vraiment un objet alimentaire complexe. Vous aurez compris que Marcella a fait le moule, Matt le pâté, mais qu'ils ont conçu l'ensemble tous les deux. Donc ça, c'était à Arcade, à Semur-en-Auxois. Il y a eu donc cette présentation avec un grand repas à la fin. Il
fallait aussi qu'il y ait une restitution de cette recherche. Et donc il y a eu plusieurs objets qui ont été conçus pour ce repas, dont le moule à pâte en croûte, mais c'est pas le seul. Et on a fait un espèce de petit théâtre d'objets où on manipulait les objets comme des marionnettes. Cette rencontre, elle donne naissance pour à une présenter ça à expérience l'ensemble qui est du ancrée public. sur le territoire, qui met en valeur à la fois les matières, les terres, mais aussi les aliments. On s'arrête parce qu'on a été très long, je crois, non? On pourrait continuer pendant des heures. Moi, je pense pas. Tout l'auditoire est juste, ça salive un petit peu, parce qu'évidemment, le pâté, on a tous envie de le déguster. Et d'ailleurs, je pense qu'on va cesser de faire des conférences sans qu'elles ne soient pas suivies de dégustation à l'avenir, parce que c'est quand même assez essentiel. Il y a probablement des questions dans cet auditoire fourni de votre part, et merci beaucoup pour non seulement ce voyage dans les sens, voyage aussi géographique,